Bonjour, je suis Maureen, votre professeure de français DigiSchool. Aujourd'hui, nous allons réaliser le corrigé de l'épreuve de français que vous avez passé, vous les STMG. Donc, comment va se dérouler live? Je vais d'abord parler des questions de corpus. Ensuite, je vais m'intéresser, si je ne me trompe pas, aux commentaires. Ensuite, à la dissertation et enfin à l'écriture d'invention. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, car si on a le temps, Baptiste me les passera et moi j'essaierai d'y répondre. Donc, si j'arrive à faire fonctionner le tableau. Donc, ce corpus était composé de 3 textes, comme vous l'avez remarqué. Un de Victor Hugo, La sieste. Un de Charles, je pense qu'on dit Cros, j'ai toujours une hésitation. À ma femme endormie. Et ensuite, Claude Roy, Dormante. Donc, comme vous l'avez vu, un corpus qui parlait de personnes endormies et de poètes qui regardent ces personnes et qui en parlent. Ce pourquoi vous aviez une question qui s'intéressait aux différents types de liens qui unissent le poète à la personne endormie. Et ensuite, on vous demandait que déclenche chez le poète la vision de l'être endormi. Donc, pour commencer, bon, ici, on vous a remis les intitulés du commentaire de la dissertation et de l'invention. Vous devez les connaître, donc je propose qu'on les passe et qu'on réponde directement aux questions. Et de toute façon, je les redirai après. Donc, quels sont les différents types de liens qui unissent le poète à la personne endormie? Ben, comme vous l'avez vu, dans La sieste, c'était la petite fille de Victor Hugo qui est nommée Jeanne. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'à la fois, de par le texte de Charles Cros et celui de Victor Hugo, dès le titre, soit le titre du poème, soit le titre du recueil, on pouvait comprendre les relations qui unissaient le poète à la personne endormie. Donc, comme je l'ai dit, pour Victor Hugo, sa petite fille Jeanne. Pour Charles Cros, le poème s'appelait « À ma femme endormie ». Donc, a priori, c'est bien à sa femme qu'est adressé ce poème. Mais en plus, on nous disait, si vous voulez le rajouter, qu'il s'agissait aussi de la mère de ses enfants. Ensuite, en fait, il n'y avait qu'un seul petit doute, si on peut dire, c'était sur le dernier texte, celui de Claude Roy, où on nous parlait d'une femme, mais la relation n'était pas tant explicite. A priori, c'est une femme qui est liée à Claude Roy de par l'amour, une relation amoureuse, une relation sensuelle. Vous avez remarqué, on en reparlera peut-être plus tard, qu'il y avait beaucoup d'évocations au corps et donc à la sensualité dans ce poème, donc une relation qui serait liée à cela. Donc bon, moi ça me paraît assez simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Et enfin, j'ai oublié de dire au cas où, je reprécise au cas où c'était pas très clair, vous aviez une référence dans le dernier texte à Eurydice, donc la femme d'Orphée qui est la figure du poète par excellence. Ça vous était écrit en petite note. Donc en effet, dans le texte C, puisque le poète parle de la femme comme étant Eurydice, on peut en effet penser qu'il s'agit d'un être aimé par le poète, donc en effet d'une femme qui est liée par amour à ce poète Claude Roy. Ensuite, si je passe à l'autre question, que déclenche chez le poète la vision de l'être endormi? Alors là, en fait, je pense qu'il y avait vraiment beaucoup de choses possibles à dire. Donc moi, je vous donne quelques éléments. Si vous n'avez pas tout écrit, c'est absolument pas grave. Donc déjà, outre le fait qu'il y a un désir d'écrire, c'est-à-dire que évidemment, on a remarqué, la personne regarde, le poète regarde la personne endormie et il va écrire, certes, mais plus que ça, 2 de nos textes s'adressent directement à la personne qui est en train de dormir. Donc c'était les textes B et C, ceux qui s'adressaient à une femme, et on pouvait le remarquer parce qu'il y avait beaucoup de pronoms personnels et d'adjectifs possessifs de la première et de la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire tout ce qui est relatif à je et tu. Donc puisqu'il y a un je et un tu, il y a une sorte de dialogue, ou si ce n'est pas vraiment un dialogue puisque la personne à qui le poète est en train de parler est endormie, donc plutôt une tirade dirigée envers quelqu'un. Donc on pouvait dire que la vision de l'être aimé déclenchait l'envie de parler chez le poète.
Ensuite, en général, après, pour le texte C, ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas de dialogue puisque Victor Hugo évoquait simplement une scène à laquelle il était en train d'assister, sa petite fille en train de dormir. Mais on remarque que cette scène déclenchait beaucoup d'émotions positives et cela vient du fait que l'être endormi est d'une certaine beauté. On avait une évocation aux petits pieds nus qui sont jolis de Jeanne, etc. Donc, on a vraiment des émotions positives liées à la beauté. De la même façon, dans le texte C, on avait une telle beauté. La dormante est une nageuse et vraiment dont la beauté du corps retient l'attention du poète. Il parlait de ses jambes, il parlait de son corps abandonné qui respire le soleil, de la couleur de ses cheveux ruisselants et dénoués. Donc vraiment, on avait une attention sur le corps qui montrait un intérêt de par une beauté qu'on pouvait deviner. Ensuite, on pouvait dire aussi que les dormeurs vont permettre d'accéder à une réalité autre. Donc, la vision des dormeurs va entraîner le poète à envisager une réalité autre. C'est-à-dire une réalité qui peut être accessible de par le sommeil, que ce soit dans le texte de Croce ou de Victor Hugo, il disait que le monde du sommeil est plus joli et donc il y avait cet effet-là qui était déclenché par la vision, l'envie et la possibilité d'accéder à un autre monde. Si ce que je dis n'est pas très clair parce qu'on a été vite aujourd'hui, n'hésitez pas à aller voir le corrigé directement écrit où tout ça est couché sur papier et donc peut-être plus compréhensible. Enfin, ça c'était pour la question 2. Donc je propose qu'on passe aux commentaires, excepté s'il y a des questions et que vous voulez m'interrompre. Ça a l'air plutôt calme. Ok. Ok, donc on continue. Bon, vous aviez un texte, bon, un poème évidemment, écrit par Victor Hugo, qui était assez sympathique dans le sens où il n'était pas forcément compliqué, mais il y avait quand même des petites allusions qui peut-être étaient plus littéraires et plus compliquées, mais vous aviez quand même aussi des petites notes, donc ça pouvait être jouable. Dans tous les cas, on vous disait de vous intéresser à deux axes principaux. On vous demandait de montrer que l'enfant et son sommeil sont idéalisés et on vous demandait d'analyser les émotions que suscite le spectacle de l'enfant endormi. Donc, moi, j'ai proposé de m'intéresser d'abord dans ce corrigé un peu à ce que voulaient dire ces axes et après, je vous propose un plan. Donc déjà, l'enfant et son sommeil sont idéalisés. Il faut se demander qu'est-ce que l'idéal. L'idéal, c'est ce qui s'approcherait de la perfection. C'est quelque chose qu'on associe souvent au fait, à ce qui n'est pas réel. L'idéal reste souvent dans le domaine justement des idées. Il n'est pas collé au réel. Donc potentiellement, ça veut dire que si le sommeil et l'enfant sont idéalisés, nous serons amenés à étudier une peinture de ces derniers qui se détache de la réalité, puisqu'un idéal n'appartient que rarement à la réalité. Donc, dans ces éléments qui n'appartenaient pas à la réalité, vous aviez au vers 5 l'évocation des camarades de Jeanne, Puck, Titania et les fées. On avait aussi Ariel avant et Chérubin. Donc Chérubin, un ange. Ariel et Puck et Titania sont des personnages de Shakespeare, du songe d'une nuit d'été. On sait à quel point Victor Hugo affectionne Shakespeare. Mais dans tous les cas, ce sont des personnages féeriques et a priori liés à la mythologie celte. Donc on a bien en effet quelque chose qui est en dehors du réel. Ensuite, par rapport au fait qu'on quittait le réel, il y avait l'enfant qui est lié à Dieu. Ses mains, quand il dort, sont par Dieu réchauffées. Son sommeil, il est dit qu'il est sacré. Et le spectacle de l'être endormi, excusez-nous, il y a une petite faute de frappe. Le spectacle de l'être endormi suggère une autre réalité parce qu'au vers 22 et vers 23, on utilisait les verbes semble et croit pour nous dire, on dirait qu'on est face à cette réalité. On n'y est pas, mais c'est quand même, on s'approche d'une autre réalité. Je continue. Donc, après avoir fait des remarques comme ça et avoir remarqué qu'il y avait quand même de la matière pour faire mon commentaire, j'ai voulu faire une suggestion de problématique parce qu'en effet, on vous donne deux axes, mais le mieux est quand même de problématiser. Donc, j'ai joint les deux axes en une problématique. En quoi et comment l'idéalisation de l'enfant et de son sommeil
plonge le poète dans une contemplation heureuse. Donc là, on s'intéresse bien en effet à l'enfant et son sommeil qui sont idéalisés et aussi aux émotions face à l'enfant endormi. Donc une suggestion de plan, la beauté d'une réalité endormie en première grande partie. On vous dit des fois que vous n'êtes pas obligé de faire un plan très très cadré. Moi j'ai essayé de faire quelque chose, mais si vous c'est un petit peu plus déséquilibré, ne vous inquiétez pas. La beauté d'une réalité endormie, avec en A une partie qui serait la belle Jeanne. Là, je m'intéresse aux qualificatifs qui décrivaient Jeanne. Donc, par exemple, on avait ses bras qui étaient charmants. Je vous ai dit aussi ses pieds qui étaient jolis, des choses de ce type-là. Ensuite, je vous disais, une dormeuse angélique, ce sont toutes les images qui vont faire référence aux anges, aux créatures féeriques, à Dieu, etc. Et notamment, on vous parlait d'une auréole qui en l'entoure, telle une immortelle. Donc là, on s'approche en effet de quelque chose de plus angélique. Ensuite, je vous disais, le repos en guise de rêve, le doux repos amène à la joie. Une autre réalité atteinte par le sommeil. Donc ça, par exemple, on nous disait « Cette terre est si laide alors qu'on vient du ciel ». Donc pour expliquer que notre réalité est laide et que les enfants se réfugient dans le rêve car ils viennent du ciel et qu'ils ont besoin de retourner à une beauté telle qu'elle est dans le ciel. Et après, on nous disait « C'est paradis ouvert », etc. Donc on nous expliquait vraiment qu'en dormant, Jeanne a accès à une autre réalité. Mais le doux repos n'est pas que pour Jeanne qui est en train de rêver, mais aussi pour les parents et les grands-parents qui se reposent. On évoquait à quel point un petit peu la maman souffle pendant que Jeanne dort. Ensuite, un monde de communion heureuse, la communion entre la nature et la dormeuse. On nous dit que pendant que la dormeuse, donc Jeanne, est en train de dormir, le vent arrête de souffler, qu'il y a le silence, les feuilles ne font pas de bruit. Donc il y a une idée de communion harmonieuse entre les éléments naturels et la dormeuse. Et ensuite, la communion entre la mère et sa fille, dont les derniers vers s'intéressaient à ça. Néanmoins, on peut remarquer avec une petite guise d'ironie que cette harmonie, justement, va un petit peu disparaître quand Jeanne va se réveiller, puisque ça veut dire qu'elle est de nouveau active et qu'elle va fatiguer sa maman. Donc, en conclusion, l'objet contemplé est beau et angélique. Son sommeil permet d'accéder à un monde plus parfait, à la fois de par le rêve, mais aussi de par la réalité terrestre qui, endormie, est plus paisible. Voilà, ça c'est vraiment une suggestion, donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas fait exactement pareil. Ensuite, sur la dissertation, sujet qui pouvait amener à dire plein de choses. Donc de la même façon, j'ai essayé de faire on a essayé de faire un plan général dans lequel vous pouvez vous retrouver, mais il était possible de faire des choses différentes. Simplement, un tel intitulé, donc je le répète, la poésie vise-t-elle seulement à idéaliser le quotidien? Donc déjà, il fallait faire attention à ce que veut dire quotidien. Quotidien, c'est ce qui est de tous les jours. Donc ce qui est de tous les jours nous emmène vers la notion de normalité, de banalité. On ne s'étonne pas vis-à-vis de ce qui est face à nous tous les jours, la plupart du temps. Mais aussi, ça nous fait l'idée de viser, donc de but de la poésie, nous faisait nous demander, y a-t-il vraiment une seule visée dans la poésie? Je pense qu'il y a quelques fautes de frappe, si c'est le cas, excusez-nous, mais on a été vite. Et ensuite, donc, y a-t-il une seule visée dans la poésie ou doit-on peut-être considérer que la poésie est un acte gratuit, c'est-à-dire n'est-elle pas simplement l'inspiration du poète qui se retrouve couché sur le papier, c'est-à-dire écrite, pardon. Est-ce que le poète a vraiment une visée au moment où il écrit? Donc, tous ces questionnements sur la visée de la poésie et sur le quotidien pouvaient nous amener à nous poser deux questions. Soit on recrachait la question telle qu'elle, il n'y a pas forcément scandale, ou alors on pouvait essayer, parce que peut-être ça nous arrange, de faire des formulations différentes. Donc je vous ai proposé deux formulations. Comment et dans quelle limite la poésie s'intéresse-t-elle au quotidien ? Et ensuite, la visée de la poésie est-elle liée à la peinture du quotidien ou plutôt à son dépassement? Donc on va bien s'intéresser au quotidien, à la visée de la poésie et par rapport à son dépassement. Par exemple ici, c'est par rapport notamment à l'idéalisation, donc c'est le fait d'aller vers la perfection de la réalité, comme je vous l'ai dit en commençant ce live.
On vous a fourni la possibilité d'un plan. Donc, grand 1, pourquoi pas, un intérêt pour le quotidien, tel qu'il est. Donc, par exemple, on a des poètes qui vont vraiment essayer de dépeindre le monde tel qu'il est sans l'embellir. Donc, par exemple, on a Apollinaire dans Zone qui va s'intéresser à des éléments plus prosaïques, c'est-à-dire plus normaux, des objets qui n'ont pas grand intérêt poétique, et aussi à des personnages qui, a priori, ne sont pas des personnages très mélioratifs et qu'on voit dans la poésie. Par exemple, s'intéresser aux prostituées, etc., qu'on ne retrouvait pas dans la poésie, où avant on retrouvait plutôt une femme chaste, belle, etc. C'est des images qui sont nouvelles, mais néanmoins ça appartient au réel, et du coup on peut en effet dépeindre le réel et le quotidien dans la poésie. Ensuite, Prévert, dans Paroles, dépeint beaucoup le quotidien. Il parle de l'enfance, des jeux, il parle d'une conférence, il parle des gendarmes, il parle vraiment de tout le quotidien. Après, on peut aussi avoir un intérêt pour le quotidien tel qu'on voudrait qu'il soit ou qu'il ne soit pas. Donc là, on peut avoir la poésie engagée. Par exemple, vous pouviez citer Agrippa d'Aubigné avec les tragiques, etc. Ensuite, on peut avoir un intérêt pour le quotidien tel qu'on le rend transcrit, donc par la poésie. Et souvent, la poésie, c'est l'écriture stylisée par excellence. Qu'est-ce que un poème? C'est lorsqu'on a un texte qui s'intéresse au sujet, mais en essayant de passer par d'autres formes écrites, d'autres formes langagières que celles qu'on utilise usuellement, habituellement, afin de peut-être faire naître des images et donc permettre d'accéder à une réalité plus profonde que la réalité qu'on observe telle qu'elle. Donc en donnant un style à l'écriture, on va, comme nous le montrait le texte A de Victor Hugo, imaginer un monde qui, pourquoi pas, va être un monde plus beau, et donc on va l'idéaliser. Donc c'est là que vraiment on parle aussi de l'idéalisation dont on vous parle dans le sujet. Et ensuite, en 2, mais la poésie, le mais, c'est moi qui vous montre en fait qu'on va faire un petit switch dans notre argumentation, mais vous n'étiez pas obligé de le mettre. La poésie peut se détacher du quotidien. En effet, on nous demandait si la visée de la poésie est-elle seulement d'idéaliser le quotidien? Ben, pas forcément, parce que la poésie ne parle pas que du quotidien. On peut s'intéresser aux émotions extraordinaires, plus qu'au monde du quotidien. On a beaucoup de poèmes pour ça. Et ensuite, la poésie peut se faire messagère d'un autre monde. Donc, par exemple, le poète va être interprète d'un autre monde, un monde qui n'est pas accessible à tous. C'est l'idée du poète maudit, du poète transi, du poète qui a des muses, c'est-à-dire le poète qui a accès à une autre réalité presque sacrée et qui va, en décrivant les sensations les sensations qui sont pourquoi pas les siennes, essayer de retranscrire cet autre monde qui est plus beau que le monde que nous connaissons nous. Ensuite, par exemple, vous pouviez parler du mouvement littéraire du Parnasse qui, lui, dit non, je ne vais pas m'intéresser au quotidien parce que je vais parler du beau. Je ne vais pas parler de ce qui est utile, je ne vais pas parler de ce qui est normal ou laid, comme je vous l'ai dit, que le faisait par exemple Apollinaire dans Zone. Je vais uniquement parler de ce qui est beau. Et ensuite, on a aussi des poètes qui vont s'intéresser à d'autres réalités, donc qui vont essayer de suggérer d'autres réalités en passant par les symboles, comme les symbolistes, ou qui, comme les surréalistes, en écrivant soit sous drogue, ou soit à peine, ils venaient de se réveiller, ils écrivaient, ou en faisant des jeux, vont essayer d'accéder à une autre réalité, la réalité de l'inconscient, donc de ce dont on n'a pas conscience dans notre esprit, et non pas la réalité de ce qu'on voit et auquel on a dont on a conscience du coup. Voilà, j'ai dit plein de choses pour la dissertation. Ce sont encore une fois des suggestions. Pour conclure, si la poésie peut dépeindre le quotidien, il ne paraissait pas forcément très judicieux de la limiter à cette fonction. À vrai dire, on était en droit de se demander on était en droit de se poser la question si la poésie ne décrit que le quotidien, est-elle vraiment poésie? La poésie n'est pas une simple description comme on peut parfois la trouver peut-être dans la narration. Donc la poésie, qui est le texte stylisé par excellence, va
tendre à s'approcher parfois d'un idéal, mais par exemple soit en critiquant le quotidien ou soit en donnant une réalité autre à voir. Et nous avons remarqué qu'en dépeignant une réalité autre que celle qui est quotidienne, les poètes atteignent parfois un autre monde hors du quotidien. Donc voilà, on répondait assez bien à votre sujet qui vous demandait s'il n'y avait qu'une seule fonction de la poésie. Ça, c'était pour la dissertation. Ensuite, pour l'écriture d'invention qui n'était pas si évidente, j'ai trouvé. Pourquoi? Parce que, donc je vais relire l'intitulé. Je l'ai là. La dormeuse de Claude Roy a fait un rêve lié aux sensations ressenties durant sa sieste. Elle retranscrit de manière poétique son rêve dans son journal intime. Vous rédigerez ce texte en vers ou en prose. Il comprendra au minimum une quarantaine de lignes ou une vingtaine de vers. Donc déjà, pourquoi c'est pas facile? Parce que si vous devez rédiger 20 vers, c'est vraiment pas évident, je trouve. Et ensuite, une quarantaine de lignes d'un texte poétique, donc stylisé, donc dans lequel il faut mettre des images, c'était pas forcément évident non plus. En plus, on vous disait qu'il fallait vous appuyer sur les sensations de la dormeuse de Claude Roy. Donc c'est ce que je vous disais ici, en conseil, a priori, il fallait repérer ces sensations. Donc par exemple, elle a les pieds nus sur le sable mouillé, donc on imagine qu'elle ressent de l'eau, elle a une sensation de mouillé. La vague, elle écoute la vague en chuchotant, elle sent l'eau qui vient frotter contre ses jambes, elle a son corps qui est au soleil, elle a chaud, elle a ses cheveux mouillés, donc il y a des sensations de chaleur, de froid, il y avait toutes sortes de choses, donc il fallait bien s'appuyer sur ça pour écrire votre invention. Et enfin, on vous propose un type de texte que vous auriez pu écrire, donc je le lis et après on aura déjà fini. Donc, exemple de ce que vous auriez pu écrire. Dans ce rêve, j'étais en mer. Étais-je sur un radeau? Étais-je sur une barque? Naviguais-je vers des horizons lointains et exotiques? Je ne saurais plus le dire. Je ne saurais me souvenir de rien de précis si ce n'est du bruit des vagues qui chuchotaient, qui murmuraient, qui glissaient à mon oreille des clapotis d'eau dont le rythme s'approchait des pulsations de mon cœur. Ce bruit de mer était alors la mélodie de mes sentiments. Envole-toi, criaient les vagues, vagues gisantes, étonnement soudain, de la douceur à la surprise, j'ai la sensation que mes pieds sont mouillés. Je suis tombée de mon embarcation, mon esprit a chaviré, mon cœur s'est accéléré, tout est confus et je me perds, je me noie, je veux rejoindre la terre, petit à petit j'y arrive, chimère lointaine mais rassurante, je peux à nouveau sentir le soleil sur ma peau, etc. etc., etc. Donc il s'agissait bien de raconter un rêve, mais tout en stylisant, c'est-à-dire en mettant des images pour raconter et non pas tel un récit assez lambda comme vous l'auriez dans le roman. Donc voilà, on a fini ce live, je suis repartie en arrière. Est-ce qu'on a des questions? Oui, alors pas beaucoup, ils ont beaucoup de questions sur le commentaire. Sur Oui. l'invention, on a quand même Clara qui nous dit, moi je me suis planté, j'ai fait une quarantaine de vers dans le sujet d'invention, plutôt qu'une quarantaine de lignes. C'est grave d'avoir trop de contenu. Clara, tu as fait une quarantaine de vers plutôt qu'une vingtaine, parce que tu as confondu les quarantaines de lignes. Alors, normalement, on dit que tu as le droit de faire moins un tiers plus un tiers. Donc, si 40 lignes, en effet, c'est le double, 40 vers, c'est le double, donc tu es quand même un petit peu en dehors. Tu risques peut-être d'être un petit peu pénalisé, mais si c'est bien fait, ça ne sera peut-être pas si grand que ça au niveau de la pénalisation. Autre chose ? Sur le sujet d'invention, non, mais sur le commentaire, on a pas mal de questions. Ok, allons-y sur le commentaire. Qui me dit, moi j'ai oublié de formuler une problématique, est-ce que c'est grave? J'ai oublié de formuler une problématique, est-ce que c'est grave? Bon, tout dépend de ce qu'on va appeler grave, mais néanmoins, il faut quand même avoir conscience du fait que ton plan ou ta rédaction est censée répondre, la conclusion que tu fais à la fin, à un enjeu. Donc si cet enjeu n'a pas été présenté, ça va être un peu justement problématique. Mais si tu as fait une introduction qui présentait la tension du texte et que tu n'as pas mis une question, parce qu'une problématique ne doit pas forcément être sous la forme d'une question, peut-être que si tu as fait apparaître cette tension bien, c'est-à-dire l'enjeu du texte, le correcteur n'aura pas tant l'impression que ça que tu as oublié ta problématique. Après, honnêtement, là, je te dis ça comme ça, mais il faudrait que j'ai ta copie sous les yeux, évidemment. Parlant de conclusion, Nicolas qui nous demande est-ce qu'on pouvait faire une ouverture sur l'un des textes du
corpus pour la conclusion du commentaire. Très bonne idée. Nicolas demande est-ce qu'on pouvait faire une ouverture en conclusion sur l'un des textes du corpus. Évidemment, comme je l'avais dit dans un live de révision, toute ouverture doit être justifiée. On ne doit pas avoir l'impression que c'est copié-collé, posé là, pour dire que c'est fait. Mais des fois, on va chercher dans le corpus et en effet, on trouve des choses sympas. Donc si c'est bien fait, bravo. Plusieurs à avoir peur un peu de s'être trompé dans les registres. Si on parle du registre merveilleux, est-ce que je suis hors sujet? Et si je parle du registre lyrique, est-ce que j'ai bon? Alors pour le commentaire? Ouais. Du coup, pour le commentaire, vous avez l'impression que certains, que vous vous êtes peut-être perdus quant au registre. On parle de registre merveilleux et de registre lyrique. Alors le registre merveilleux, on peut un peu tout caler sous la notion de registre, mais c'est un peu maladroit comme formulation, on n'en parle pas trop, au mieux on va parler de registre fantastique, mais si c'est bien expliqué, le correcteur se dira bon, il y a une petite maladresse dans la terminologie, mais le concept est là, donc pourquoi pas, ça peut être très bien. Et ensuite, le registre lyrique, ici dans le texte de Victor Hugo, je ne suis pas absolument d'accord. Certes, on a certaines... Pourquoi pas? Ça dépend de comment vous vous êtes intéressé aux sentiments, aux émotions. Le registre lyrique, c'est celui qui va s'intéresser vraiment aux émotions. Et en effet, il y en avait, on vous demandait même de les étudier. Donc si vous les avez bien étudiés, vous pouviez peut-être faire référence au registre lyrique. Moi, j'aime bien faire référence au registre lyrique quand il y a un jeu lyrique, donc quand c'est un jeu qui parle. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est une règle universelle. Donc pourquoi pas? Mazzo, est-ce que si on n'évoque pas les noms de figures de style, est-ce que c'est pas bien? Mazzo, si on n'évoque pas les noms des figures de style, est-ce que c'est pas bien dans le commentaire? Ouais, j'imagine que c'est dans le commentaire, il précise pas. Ou même en général. Bon, une figure, ce qui est très important, c'est d'avoir compris le texte et d'avoir su analyser des effets. C'est-à-dire dire, bon, ben là, on voit qu'il y a un jeu de sonorité, je dis n'importe quoi, là, on voit qu'il y a une image. Bien évidemment, le pire, c'est de confondre les figures de style. Il vaut mieux ne pas les dire plutôt que de dire n'importe quoi. Néanmoins, c'est toujours mieux de savoir dire le nom. C'est vrai, là, je ne vais pas mentir, mais c'est pas grave. On nous demande à chaque fois, est-ce que c'est grave? Si le reste de la copie est bonne et qu'il n'y a pas d'évocation au nom des figures de style, c'est pas grave. De Nicolas Garnier. Est-ce qu'on pouvait faire une ouverture? Ah non, ça, je l'ai posé. Pour le commentaire, pouvons-nous réécrire de la même façon les axes qui nous sont donnés dans le sujet? Le plan linéaire, j'imagine. Pour le commentaire, pouvons-nous réécrire les axes tels qu'ils nous sont donnés dans le sujet? Je pense que oui, mais c'est pas hyper original. Et dans tous les cas, ce qui est important, c'est que tout soit structuré et qu'on retrouve bien vos idées aussi. C'est aussi pour ça qu'on vous donne les axes, hein, en soi, il ne faut pas se mentir. Donc pour que vous les utilisiez, je pense que c'est toujours bien de les reformuler, mais c'est pas grave si vous les avez utilisés. J'espère juste que vous avez quand même fait des petites sous-parties qui là viennent plutôt de vous, vu qu'on ne vous donne pas les noms des sous-parties. Je sais que c'est pas évident de juger d'un plan. On a Aline qui est très stressée sur son plan. Est-ce que tu veux bien l'écouter? Alors, Aline très stressée sur son plan. Vas-y, envoie. Alors, première partie, poésie idéale avec transporter le lecteur, le faire voyager ou idéaliser. Juste 2 secondes, on est sur la disserte du coup. Je pense qu'on est sur la disserte. Vas-y, excuse-moi. Faire voyager ou idéaliser une personne ou une vie. Et deuxième partie, j'ai mis autre fonction de la poésie. Poésie fonction morale, poésie abordant sujet de la société, poésie engagée. Bon, ça a l'air pas mal, Aline. En fait, tu as fait, si je reprends le plan que nous, on a fait, tu as fait... J'espère, en fait, c'est pas mal ce que tu dis. J'espère juste que tu n'as pas oublié de parler de la notion de quotidien. Parce que de ce que me dit Baptiste, là, j'ai pas entendu le mot quotidien revenir. Si tu en as parlé, ça me paraît assez bien ce que tu as fait. Autre chose? On nous demande pour le commentaire, est-ce que tu as des conseils d'œuvres à citer dans l'ouverture, dans la conclusion? Pour le commentaire, des conseils d'œuvres à citer, honnêtement non, parce qu'il y en a, en plus si c'est en ouverture, etc., il y en a 26 000. Vraiment, là, c'est vous qui choisissez. Hein. Je vous ai mis des exemples dans la dissertation pour dire de vous parler, mais il y en a 26 000. Je crois qu'on va pouvoir clore. On va pouvoir peut-être clore. Si vous avez une question, mettez-la en gros, en majuscule. Pour le corpus, j'ai pensé que la dormeuse du texte, c'était... Ok, j'arrive pas à comprendre la suite, donc c'est raté. Pour une problématique idéale pour le commentaire.
une problématique idéale pour le commentaire, la mienne. Non, on vous en a donné 2, il me semble. Voilà, si vous arriviez bien à joindre les 2 axes, c'est très bien. Et puis c'était quoi la question que tu comprenais pas trop? La personne ne reformule pas le mot à la fin et tout. Ok, bon. Écoutez, je pense que c'est la fin. Je pense que vous avez peut-être fini, vous, les premières, ou il vous reste des épreuves anticipées. Ça dépend. Les STMG, là, j'avoue que je suis un peu perdue dans le calendrier. Il vous reste l'oral, ça c'est sûr. Donc, je vous invite à regarder nos lives pour continuer de réviser l'oral. Et surtout, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil plus approfondi sur la version écrite de ce corrigé. Et encore plein de courage et à bientôt!